Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, je vous raconte 3 histoires d'horreur qui se sont passées dans des fermes ou à la campagne. Si vous vivez dans ce genre de lieu, alors je vous conseille de rester vigilant. Si t'es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est parti! C'était Halloween. Mon père et ma mère étaient partis à une soirée en adulte chez des amis à eux et nous avaient laissé ma sœur et moi, un garçon de 14 ans, seuls à la maison pour distribuer les bonbons aux enfants du quartier. On vivait dans une petite ferme entourée d'autres petites fermes et les soirs d'Halloween étaient plutôt calmes. Ma sœur avait 12 ans. Elle avait enfin atteint l'âge où on trouvait que la chasse aux bonbons et les déguisements étaient embarrassants. Et moi, j'aimais bien rester à la maison pour jouer à des jeux vidéo avec mes amis, alors je ne sortais généralement pas le soir d'Halloween. Le seul problème ce soir-là, c'était que mes parents avaient oublié d'acheter des bonbons. Alors ils nous disaient de donner n'importe quel fruit ou bretzel qu'on avait dans la cuisine. Et ça me mettait mal à l'aise d'avoir à donner à des enfants quelque chose qu'ils ne voulaient pas le seul soir de l'année où ils pouvaient avoir des bonbons. Mais je ne m'inquiétais pas trop puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants autour de chez nous. On pensait que quasiment personne ne viendrait sonner à la maison. On offrait un premier lot de pommes à des enfants très déçus. Et à 23h, on se disait qu'on serait tranquille pour la nuit. Et quelqu'un toqua à la porte. Il était tard et je n'avais pas vraiment envie d'aller ouvrir, mais je me disais que c'était juste des enfants. Et je ne voulais pas être méchant et les ignorer alors qu'ils voyaient que la lumière était allumée. Je m'approchai de la porte et l'ouvris. Je fus étonnée de voir 4 très grands hommes devant la porte, tous masqués et leur thé d'oreiller à la main, réclamant visiblement des bonbons. « Désolé les gars, on n'a pas de bonbons. On a donné des pommes aux enfants toute la nuit. J'ai des bretzels si vous voulez. » Le plus grand des 4 pencha juste la tête, comme s'il ne comprenait pas ce que je lui disais. Et aucun d'eux ne parla. Je ne savais pas vraiment quoi faire d'autre, alors je commençai à fermer la porte. Alors qu'elle allait claquer, l'un des gars coinça son pied entre la porte et le montant pour m'empêcher de la fermer. J'ouvris à nouveau la porte pour lui demander quel était son problème, mais ses amis et lui me poussèrent pour entrer à l'intérieur. Je hurlai à ma sœur de courir se cacher avant qu'on me pousse au sol. L'un des intrus sortit une batte de sous sa cape avant de dire d'une voix basse et profonde « On n'est pas venu pour les bonbons ». Je réussis à me retourner sur les mains et les genoux avant de prendre un coup dans l'estomac, me projetant à nouveau au sol. J'essayais de crier, mais le problème quand on vit dans une ferme avec autant d'espace entre ses voisins et soi-même, c'est que personne ne vous entend crier lorsque vous avez besoin d'aide. Et je continuais tout de même de crier. « C'est Halloween, tu crois vraiment que quelqu'un va s'inquiéter en entendant un gamin crier ?» Les autres rigolèrent derrière leur masque. « Écoutez, je sais pas ce que vous me voulez, mais je peux vous donner de l'argent si vous partez, s'il vous plaît. Y a pas besoin de blesser qui que ce soit. » Je m'attendais à avoir une réponse, mais il ne fit que rire de ma voix tremblante. En imitant une voix enfantine, l'un des types lança « Oh, regardez, le petit bébé a peur, Papounet n'est pas là pour te sauver ?» Je ressentis une douleur cinglante alors que le type avec la batte la battit directement sur mes côtes. J'essayais d'écouter leur voix pour savoir quel âge ils avaient, mais visiblement ils avaient l'air d'être adolescents. Des tonnes de choses me traversaient l'esprit à ce moment-là. Ils n'avaient définitivement pas l'air matures, et je rampais jusque dans un coin de la pièce pendant qu'ils décidaient entre eux les pièces qu'ils allaient faire et ce qu'ils allaient prendre. L'un des gars m'emmena dehors pendant que les autres faisaient le tour de la maison pour prendre ce qu'ils cherchaient. J'ai vu ma sœur sur le toit, de l'autre côté de sa fenêtre, qui se cachait de l'homme qui était dans sa chambre. Le gars qui m'avait fait sortir me tenait par le col et m'emmenait vers la grange. Il ouvrit la porte de l'enclos à cochons et me poussa à l'intérieur. Me menaçant de sa batte, il me força à me rouler dans la boue et à grogner comme un porc. J'étais terrifiée, épuisée, confus, gênée et je me sentais complètement humiliée d'être obligée de faire ça. Le gars rigolait tout du long. Il m'ordonna de me lever et me fit retourner dans la maison pour montrer au reste de ses amis ce qu'il m'avait fait faire. Et ils se joignirent au tournoi. Ils me firent boire l'eau des toilettes, manger des saletés dans la poubelle et d'autres choses dont je n'ose même pas parler. Tout ce temps-là, j'espérais juste qu'ils ne trouvent pas ma sœur. Et ce qui était étrange, c'est qu'ils n'avaient pas parlé d'elle une seule fois. Ils me firent entrer dans ma chambre et commencèrent chacun leur tour à me frapper. Je ne savais vraiment pas ce que j'avais fait pour mériter cette torture qu'ils me faisaient vivre. Je vivais un enfer et je ne savais pas pourquoi. Je faillis perdre connaissance plusieurs fois. Et au bout de 10 minutes de passage à tabac, j'entendis l'un d'entre eux me demander où était ma sœur. Ils me dirent qu'ils voulaient s'amuser un peu avec elle et qu'ils arrêteraient de me frapper si je leur disais. C'est à ce moment-là que je décidai de ne plus dire un mot. Ils pouvaient me faire autant de mal qu'ils le voulaient, je ne les laisserai pas approcher ma sœur.
Ils me demandèrent encore et me crachèrent au visage chaque fois que je refusais de parler. Mais rien de ce qu'ils pouvaient me faire me ferait cracher le morceau. Ils finirent par m'attacher à une chaise de la cuisine et partir après avoir retourné toute la maison. Et j'ai dû m'évanouir à un moment. Parce qu'en me réveillant, j'étais à l'hôpital, reliée à tout un tas de machines. Ma mère se mit à pleurer en voyant que j'étais réveillée et elle prit le temps de me raconter en détail ce qui s'était passé. Il s'avérait que la fille avec qui j'avais rompu la semaine d'avant avait demandé à son frère de me faire peur pour se venger de lui avoir fait du mal. Je suppose que ses amis et lui devaient être fous pour avoir poussé les choses aussi loin. Ils avaient dû se prendre au jeu, aussi dégoûtant que ça puisse paraître. Heureusement, ils furent tous arrêtés. Mais seul le frère fut envoyé en prison et fut condamné à 5 ans pour agression aggravée et violation de propriété. Les autres gars s'en sortirent avec un accord de liberté conditionnelle pour avoir dénoncé le frère. J'ai encore beaucoup de douleur depuis que cet incident a eu lieu, il y a moins d'1 an. Mais je suppose qu'il y a bien un conseil que je peux donner aux enfants qui ouvrent la porte le soir d'Halloween quand leurs parents ne sont pas là. Regardez toujours dans le Judas en premier. Je suis un éleveur de vaches dans le Midwest. Ce n'est pas le meilleur des travails, mais c'est du travail et c'est tellement dur de trouver un boulot bien payé en ce moment que j'ai appris à être reconnaissant de l'avoir. Le travail consiste à nettoyer derrière les vaches, s'occuper de leurs sabots, les traire et les aider à mettre bas quand nécessaire. C'est un boulot un peu compliqué vu de l'extérieur et je m'y suis plutôt bien habituée. Je ne sens même plus la puanteur comme quand je suis arrivée. C'était presque insupportable à l'époque, mais aujourd'hui vraiment ça va. La ferme appartenait à mon père et elle avait appartenu à son père avant ça. Alors l'histoire que je vais vous raconter est celle de mon père. Il me l'avait racontée quand j'avais commencé à travailler ici, presque comme une leçon sur ce qu'il ne fallait pas faire quand on s'occupait d'animaux et qu'on travaillait dans une ferme. Il est décédé il y a longtemps maintenant, paix à son âme. Mais cette histoire m'a hantée pendant des années, alors je me suis dit que j'allais la raconter à d'autres gens et les laisser juger par eux-mêmes. Ça s'est passé dans les années 60, alors que mon père avait la vingtaine. Il travaillait à la ferme avec son père Bill. Il détestait ça. Il détestait la puanteur qui ne faisait que s'empirer avec la chaleur en été. Et il n'y avait rien de pire que de ramasser derrière les vaches. En fait, les vaches restaient dans une énorme grange. C'était même plutôt un grand entrepôt où elles étaient nourries et où elles passaient la nuit. Elles broutaient la journée et pendant la nuit, les vaches déféquaient et leurs excréments tombaient sur le sol en béton sous elles. Et alors le matin, quand les vaches sortaient pour brouter, mon père prenait un très long tuyau d'arrosage et aspergeait les excréments jusqu'au bout du bâtiment dans une fosse qui menait à une grande cuve sous la ferme. La cuve se remplissait et une fois par semaine, on faisait venir quelqu'un pour vider la cuve et se débarrasser des déchets. C'était un travail vraiment désagréable, mais mon père le faisait quand même. Sauf que mon grand-père décida qu'il y avait trop de boulot à la ferme pour mon père et lui, alors ils décidèrent d'engager un autre fermier. Ils ne trouvèrent personne d'intéressé par le poste les premières semaines. Et ça jusqu'à ce qu'ils rencontrent un homme nommé Fred au supermarché local. Il approchait de la trentaine et il cherchait du travail. Il n'avait pas eu de boulot depuis des années et cherchait désespérément un salaire alors que sa femme était enceinte de leur premier enfant. Mon grand-père l'engagea tout de suite dans ce supermarché et le lendemain, Fred était à la ferme et mon père n'avait jamais vu un homme travailler aussi dur. Il était déterminé et super ambitieux. Il courait toujours partout dans la ferme. Il réparait ce qui avait besoin d'être réparé et essayait d'apprendre tout ce que faisaient mon père et mon grand-père. Il adorait ce boulot et racontait à tout le monde qu'il voulait vraiment être bon à ce qu'il était payé pour faire. Il croyait au travail honnête et pensait que les gens devaient mériter leur paye. Mon père admit qu'il adorait travailler avec Fred. Pas juste parce qu'il travaillait dur, mais aussi parce qu'il était assez naïf et facilement manipulable, je suppose. Mon grand-père donnait plusieurs tâches à accomplir à mon père dans la journée et chaque fois qu'on lui demandait de faire quelque chose, il demandait à Fred de le faire. Ça ne le dérangeait pas parce qu'il ne savait pas et mon père s'en fichait parce que ça lui faisait moins de boulot. 4 mois passèrent et Fred faisait le plus gros du travail à la ferme. Et mon père commençait même à trouver un peu marrant que Fred fasse vraiment tout ce qu'on lui demandait. Il ne posait pas de questions, il était content de le faire. Un chaud matin d'été, les vaches étaient sorties brouter et mon grand-père demanda à mon père de nettoyer les excréments et de les pousser dans la fosse au bout de la grange comme il le faisait toujours. Mon père demanda alors à Fred de le faire et s'asseya devant la grange pour fumer. Lorsque Fred eut fini, il sortit pour dire à mon père qu'il avait eu une idée qui, selon lui, serait très bénéfique à la ferme. Il expliqua à mon père que s'il vidait la cuve sous la grange même, il pourrait utiliser les excréments des vaches comme engrais dans les champs. Ça fertiliserait les plantes et ça les ferait pousser encore plus et plus rapidement. Mon père me raconta qu'au début, il avait trouvé l'idée stupide. Mais ensuite, il s'était dit que ce serait marrant de voir si Fred allait vraiment essayer de vider la cuve d'excréments. Alors il accepta. Il n'en parla pas à mon grand-père, parce qu'il savait qu'il n'aurait jamais accepté, et il voulait juste voir ce qui allait se passer. Il montra à Fred comment atteindre la valve et vider la cuve dans les grands tonneaux.
Il lui expliqua de faire très attention et de ne pas tourner la valve trop rapidement, sinon le tuyau allait se boucher et il devrait appeler quelqu'un pour le réparer. Mon père laissa alors Fred faire ce qu'il avait à faire seul et décida d'aller faire un tour autour de la grange pour vérifier les clôtures et être sûr que tout était en ordre. Ce que mon père ne savait pas à l'époque, c'était que Fred allait tourner la valve trop rapidement et que le tuyau allait se boucher. Fred allait alors ouvrir la cuve du dessus et essayer de tirer la boue pour essayer de débloquer ce qui bouchait le tuyau. Mon père entendit des cris provenant de la grange et il courut voir ce qui n'allait pas. Il descendit dans la cuve et ce qu'il y trouva l'horrifia. Fred était tombé dans la cuve gigantesque de 5000 gallons qui n'avait pas été vidée depuis une semaine. Il était en train de se noyer dans les excréments épais, essayant désespérément de trouver de l'aide. Le temps que mon père arrive en haut de l'échelle et regarde dans la cuve, il ne voyait plus que la main de Fred qui ressortait dans la boue marron. Il l'attrapa et essaya de sortir Fred de là, mais il n'avait pas un bon effet de levier en haut de la cuve. Il réussit à faire remonter Fred assez haut pour qu'il puisse dire à mon père qu'il essayait juste de réparer sa bêtise parce qu'il savait qu'ils allaient devoir payer quelqu'un pour son erreur. Il se sentait mal, mais mon père le rassura en lui disant que tout irait bien et de ne pas le lâcher. Et alors sa prise lâcha, et Fred plongea à nouveau sous les excréments. Mais cette fois, mon père ne pouvait attraper aucune partie du corps de Fred pour réussir à le sauver. Mon père ne savait vraiment pas quoi faire, alors il traversa la ferme aussi rapidement que possible pour ramener mon grand-père qui appela tout de suite la police. Le temps qu'ils reviennent à la cuve, la main de Fred avait disparu sous la boue et mon grand-père et mon père ne pouvaient rien faire à part attendre. La police arriva avec des pompiers. Ils ne savaient pas vraiment quoi faire non plus. Ils finirent par glisser une barre en métal dans la cuve avec un genre de boucle au bout et lorsqu'ils sortirent Fred de là, il était clair qu'il était décédé. Mon père était horrifié et se sentait coupable. Il savait que c'était une mauvaise idée, mais avait pensé que ce serait drôle. Il aurait pu empêcher Fred de le faire, mais sa propre arrogance l'en avait empêché. La femme de Fred devint veuve et ne se remaria jamais. Elle donna le nom de Fred à son fils et finit par déménager. Mon père s'efforça de travailler aussi dur que Fred tous les jours de sa vie, en l'honneur à l'homme dont il se sentait responsable de la mort. Mon père nous a quittés en 2018, et la dernière chose qu'il m'ait dite a été de ne jamais profiter du travail de quelqu'un d'autre. Je veux commencer mon histoire en précisant que je suis un homme de 25 ans, de forte carrure et plutôt grand. Je mesure 1,80 m, donc je suis pas ce qu'on aurait tendance à considérer comme une cible ou une victime facile. Je suis un homme passionné de plein air. J'adore être au milieu des bois, seul comme avec des amis. Je trouve une certaine tranquillité lorsque je m'assois seul près d'un cours d'eau avec rien d'autre que la nature autour de moi. J'aime tout particulièrement la randonnée et je commence généralement à en faire au printemps. Mon endroit préféré dans le coin pour randonner est dans une petite ville dans le sud-ouest de l'Ohio. C'est normalement très calme et silencieux. Un endroit vraiment relaxant. Je croise généralement quelques autres randonneurs ou familles en train de nager dans les ruisseaux juste à côté, ou simplement quelques animaux sur le sentier. Mais ce jour-là, tout cela s'avéra complètement différent. Ma randonnée commença comme n'importe quelle autre randonnée. J'attrapais mon couteau suisse et ma gourde puis me dirigeais vers mon repère. En arrivant, je prenais mon chemin préféré et commençais mon circuit. C'était une journée de printemps venteuse, et cela faisait déjà 30 minutes que je marchais lorsque j'entendis ce qui ressemblait à une femme appelant à l'aide au loin. Je m'arrêtai un moment en bas d'une petite côte et écoutai attentivement lorsque j'entendis un nouveau cri. Je courus alors en haut de la côte pour voir s'il y avait quelqu'un de blessé et qui avait peut-être besoin d'aide dans les environs. Mais en arrivant en haut de la petite colline, mon estomac se retourna et j'eus la sensation que je devais ignorer tout ça. Alors je décidai de suivre mon instinct. Un peu plus loin sur mon chemin, je m'arrêtai et écoutai à nouveau. Je n'avais pas entendu de bruit depuis un moment, mais je voulais être sûre que je n'entendais rien à nouveau. Le vent souffla encore et le bruit revint alors que les arbres se balançaient d'avant en arrière. Je décidai que le bruit venait de ces arbres et continuai ma randonnée en essayant de me débarrasser de la sensation de malaise dans mon estomac. Je continuai d'avancer sur mon chemin et alors que j'arrivais à la clairière près des broussailles, je vis un homme agenouillé au sol, le visage dans la poussière. L'homme avait un chien et il portait un sac à dos. Je pensais qu'il avait fait tomber quelque chose et était en train de le chercher, alors je continuais à marcher dans sa direction en suivant mon circuit. Alors que je m'approchais, l'homme leva la tête vers moi et se releva. Il était très grand, sûrement 1,85 m si je devais deviner, et plutôt baraqué. Il avait le visage d'un camé. Il me coupa la route, je m'arrêtai alors à 10 mètres de lui, en lui faisant face et sans le quitter des yeux. Il me demanda si j'avais déjà senti ses fleurs en pointant son doigt vers le sol. « Non, jamais », répondis-je, sur le ton le plus amicable possible. Il me regarda avant de dire « Chaque printemps, je dois m'agenouiller pour sentir ces fleurs. Leur odeur ne ressemble à aucune autre odeur au monde. » Je répondis simplement par un petit «
C'est cool. » Il s'arrêta quelques secondes. Je voyais bien qu'il me jaugeait. Après sa pause, il reprit en disant « Ouais, tu devrais les sentir des fois. » Et il marqua encore un temps en me faisant signe de me baisser pour sentir les fleurs. Et merde, je répondis « Ouais, peut-être une autre fois. » Et il me lança un regard de légère frustration, en faisant une autre longue pause. Je brisai le silence en lui disant que son chien était vraiment très beau. « Ouais, c'est une chienne très bien élevée, » répondit-il avant que je décide que j'en avais eu assez de cette conversation. Je conclus alors en disant « Super, bon, eh bien je vais continuer mon chemin. » L'homme s'arrêta à nouveau, puis me dit simplement de faire attention avant de se tourner pour continuer à descendre à l'opposé de mon chemin. Je recommençai à marcher, et après 5 secondes seulement, je jetai un œil au-dessus de mon épaule pour vérifier qu'il ne me suivait pas, mais il était parti. Il avait complètement disparu du sentier en seulement quelques secondes. On pourrait penser que j'étais soulagée qu'il soit parti, mais ne pas savoir où il était me stressait énormément. Je décidai d'essayer d'apprécier le reste de ma randonnée et emprunter un chemin que j'avais toujours vu mais n'avais jamais vraiment exploré. Le chemin déboucha alors sur un champ et était bordé d'arbres de chaque côté. Il y avait alors un panneau avec une carte et le chemin se divisait en 3 petites routes qui menaient toutes à des sites pour randonneurs. Alors que j'avançais sur le chemin, je m'arrêtai une seconde pour me soulager et je jetai à nouveau un œil par-dessus mon épaule. Rien. J'arrivai près de la séparation et mon estomac se retourna à nouveau. Mon instinct me disait de ne pas continuer sur cette route et de faire demi-tour. Ce que je fis. Je fis demi-tour et repris le chemin pour reprendre mon circuit habituel. Je sortis mon couteau de ma poche et le gardai dans ma main, prêt à être utilisé. J'étais environ à la moitié du chemin lorsque j'aperçus à nouveau l'homme au loin. Il avait fait demi-tour et marchait à nouveau droit dans ma direction. Je me repassais ça dans ma tête une centaine de fois, mais je ne comprenais pas pourquoi il avait fait demi-tour. Ce n'était pas logique parce qu'il était quasiment à la fin de son circuit. J'étais à peu près aux 3/4 de mon circuit puisqu'on allait à l'opposé l'un de l'autre. Il marchait vers moi. Une boule se formait dans ma gorge et mon estomac se serrait de plus en plus. Alors qu'il passait à côté de moi, il semblait avoir l'air contrarié. Il vit alors le couteau dans ma main et répéta à nouveau « Fais attention » et continua son chemin avec son chien. Heureusement, c'était la dernière fois que je le croisais et que j'entendis du bruit. Je suis quasiment sûre qu'il n'y avait jamais eu de femme. Je ne sais pas trop s'il était vraiment humain ou plutôt un genre de créature imitant un humain, mais ça m'importe peu. Je pense que ces cris étaient en fait un leurre. Mais heureusement, je suis pas tombée dans le panneau. J'ai fini ma randonnée en marchant rapidement à travers la forêt ce jour-là. Je vais encore randonner là-bas et j'emprunte toujours ce chemin, mais jamais sans mon pistolet à la hanche. Je pense qu'il voulait me faire sentir les fleurs pour éviter d'avoir à se battre et me frapper une fois que je serai au sol. Dieu seul sait ce qu'il aurait fait. Je crois que d'avoir été armée et d'avoir suivi mon instinct est ce qui m'a sorti de ces bois ce jour-là. Ça n'a peut-être pas l'air si pire quand je le raconte comme ça, mais je sais ce que j'ai senti ce jour-là. Peu importe votre genre ou votre taille, vous pourrez devenir une victime si vous vous laissez faire. Suivez toujours votre instinct. Soyez toujours vigilant à ce qui vous entoure et soyez toujours prêt à vous défendre. Surtout si vous êtes seul dans les bois.